Bravo! Vous êtes bon! Oh, je suis contente, ça va bien. Vous comprenez tout. Vous m'envoyez des extraits de votre autobiographie. Puis vous avez chacun votre style, mais c'est extraordinaire. Je suis tellement contente. Est-ce que vous savez que vous êtes des milliers à suivre les capsules? Je reviens pas. Bravo! Bravo à vous! Qu'est-ce qui avait pas peur de sauter dans ce bateau avec très peu de guides? Il y a moi, là, qui rame, là. Mais... Alors, vous comprenez tout. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Maintenant, pour vous aider à encore être meilleur, j'ai des petits trucs, là, très simples. Vous me demandez, des fois, comment... J'ai de la misère à me remettre là-dedans. Bon, relisez toujours ce que vous avez écrit la veille ou l'avant-veille. Et vous allez partir de là. Vous relisez, vous corrigez. C'est extraordinaire comme le recul nous fait avancer. Le recul nous fait avancer. Une bonne phrase. Ah, on a du recul puis on dit, ah bon, ah ça c'était pas correct, ah non, ça c'était pas vrai, bon, tout ça. Alors, vous relisez, d'accord? Ça c'est une bonne. Et puis, se demander, qu'est-ce que je veux prouver? Est-ce que je veux prouver que je suis une mère, que j'ai été une mère parfaite, une mère imparfaite, ou une mère qui a fait son possible avec d'où elle venait? Qu'est-ce que vous voulez prouver? C'est très important de savoir ça et de le garder tout le long. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous voulez prouver à vos enfants que, malgré ce qu'ils disent, vous avez fait ce que vous avez pu. Enfin, vous avez un but en écrivant votre autobiographie. Ben, faut constamment l'avoir en tête. Ça va vous aider énormément. Qu'est-ce que je veux faire avec ça et à qui je vais le faire lire? Si c'est juste pour vous, allez-y, quelqu'un vous a volé, dites son nom, c'est pour vous, c'est une thérapie, point. Mais si vous voulez que vos enfants aient une trace de vous, gardent une trace de vous, eh bien là, il faut peut-être pas mentir, mais un peu. Ah, on le sait, les mères, qu'est-ce qu'on fait? On veut pas faire de peine à nos enfants, enfin, on arrange un peu la vérité. Allez-y, allez-y. Et si vous avez un but de transformer la société, comme je le fais toujours, moi, ben allez-y aussi. Moi, dans mon autobiographie, ce que je voulais, c'est que les gens sachent les femmes, l'histoire des femmes de 1925, qui est l'année de ma naissance, à aujourd'hui. C'est ça que je voulais faire, puis je suis partie là-dedans, puis je l'ai fait, en passant par moi parmi les femmes. Alors, si vous avez un but de ce genre-là, ben allez-y, c'est bon aussi, et ça va vous aider énormément. Bon, on commence, et tout de suite, l'imparfaite Jeannette, on va recommencer à 60 ans. Je sais que vous allez écrire cette autobiographie jusqu'à l'âge que vous avez là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et je voudrais qu'on finisse par la pandémie, mais ça, c'est dans 2 semaines. Et là, je ne suis pas allée assez loin, assez en profondeur dans l'âge de la retraite, qui est pour vous 60, 65, 70, l'âge de la retraite, qui pourrait faire un chapitre tout seul, l'âge de la retraite. Parce que c'est une fin de vie et un commencement de vie. La retraite, c'est un changement dans la maison. La retraite, c'est quand les enfants sont partis et qu'on se retrouve seul avec son conjoint et l'homme se retrouve seul avec sa conjointe. Ce monsieur-là, il m'a donné des complexes là, en me disant « Je me sens un imposteur parce que je suis un homme. » OK, je remets tout au féminin. D'accord, monsieur? Bon. Alors, avec votre conjoint, le docteur Lamontagne m'avait dit, il a écrit un livre extraordinaire sur la vieillesse, sur la retraite, et puis il m'avait dit 25%, c'est un psychiatre, 25% des gens se séparent à la retraite. Hey, c'est pas des farces, pourquoi? Parce que quand toute notre vie a été entretenue, toute notre vie est entretenue par quoi faire des enfants. On ne parle que des enfants. Les enfants prennent toute notre vie et puis, à un moment donné, on se retrouve seul. Et si on n'a pas cultivé son amour, eh bien, on se retrouve 2 étrangers. Et c'est là les séparations. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à votre retraite? La difficulté de l'apprendre, la difficulté
de dire j'arrête de travailler. Est-ce qu'on a les moyens? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est une grosse, grosse décision. Et une décision qui est déviée. Parce que toute la publicité nous informe que c'est la Liberté 55, de très, très, très mauvaise publicité, que ça va être le Club Med après, qu'on va faire des voyages. Je dis, le voyage, il dure 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites de toutes les autres semaines? Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas préparé sa retraite, c'est grave. En fait, je veux que vous réfléchissiez à ce moment où vous avez voulu prendre la retraite, aux influences que vous avez eues, de vos enfants peut-être, de vos parents, ou qui vous ont dit, prends ta retraite, on va voyager. Il y a l'euphorie, la retraite après, 1 an d'euphorie, on arrête. On est bien, surtout ceux qui ont des jobs très difficiles. C'est bon de prendre la retraite puis d'arrêter 1 an, mais l'euphorie, paraît-il, dure 1 an ou 2, puis après la vie revient. On vit jusqu'à 95 ans, j'en suis la preuve. Il vous reste, si vous avez 60 ans, il vous reste 30 ans à vivre. Qu'est-ce qu'on va faire de cette vie-là? J'aimerais ça que vous parliez dans votre autobiographie de vos pensées, de ce que vous avez eu comme pensée, de ce qui s'est passé pour que vous preniez votre retraite ou pas. Ça, c'est un bout très, très, très important. Et puis, on arrive à 70 ans. Ah ben là, 70 ans, ça, c'est vraiment... Moi, j'ai 2 filles qui sont arrivées à 70 ans. Et puis, je leur ai dit, c'est la pire année, soit avoir 70 ans, parce que là, on peut plus dire, dans 10 ans, c'est rien que 70. Non, c'est 80. Et dans notre tête, 80, c'est la vieillesse. Et ça l'est aussi. Bon, alors, avoir 70 ans, c'est un bout terriblement difficile à passer. Terriblement. On regarde sa vie, puis on a dit, j'ai-tu fait ce que j'ai voulu? J'ai-tu marié le bon gars? J'ai-tu marié la bonne femme? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? À 70 ans, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Les bobos arrivent. La maladie. Nos peurs. Je voudrais que vous parliez des peurs. Moi, dans mon livre, La vieillesse par une vraie vieille, j'ai exploré toutes les peurs. Je vous en nomme quelques-unes. Les peurs de la maladie. Ma grande peur à moi, c'est l'Alzheimer. Parce qu'on perd soi. On perd soi. Alors, ça, c'est la grande peur. La peur la peur d'être un poids pour nos enfants. Les femmes indépendantes, qu'on a peur de ça. Avant, on avait toujours un garçon ou une fille qui était notre bâton de vieillesse. Je me souviens de mon père qui disait de mon frère Paul, « Tu vas être mon bâton de vieillesse. » Hey, quelle charge pour un enfant d'être le bâton de vieillesse, ça n'existe plus. La peur d'être placé. La peur d'être placé alors qu'on ne le veut pas. Ça, je pourrais vous en parler longtemps. Cette peur des femmes de se faire dire, « Maman, tu vas être mieux ailleurs que chez toi. » Si on avait du temps, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. La peur de ne plus être belle, de ne plus être désirable. Que c'est les rides, qu'on se guette, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse aller, puis on dit, bon, dans un siècle où la jeunesse est tout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste les cheveux blancs? Non, moi j'ai décidé que non. Ma fille a décidé que oui. Bon, chacune décide à son goût. Les hommes, la peur de l'impuissance. Ça, c'est un sujet tabou, la peur de ne pas être comme à 30 ans, la peur de l'impuissance, la peur pour les femmes de n'être plus aimées. Alors, toutes ces peurs-là, et bien d'autres, peuvent être dans vos textes. La peur à qui on les dit, ces peurs-là, on les pense. Vous avez le loisir, là, de les écrire, vos peurs. Alors, la peur du CHSLD. Vous savez qu'il n'y a que 17% des personnes âgées qui sont dans les CHSLD et que ces personnes-là sont là parce qu'elles ont l'Alzheimer très avancé, qu'elles ne peuvent pas prendre soin
physiquement d'elle-même. Ce n'est pas une place, parce que je sais que les gens disent, je veux pas finir en CHSLD, mais peut-être que vous allez finir en CHSLD parce que la personne qui vit avec vous ne pourra pas vous garder ni vos enfants. Ça arrive, ça. Alors, et puis il y a les choix. Rester à la maison, vendre la maison, rester à la maison ou encore des grands problèmes qui se discutent avec les enfants. Moi, je suis pour la maison générationnelle. Il y en a beaucoup dans la ville de Montréal. Beaucoup, beaucoup, parce que ce n'est pas une maison bungalow où on a ajouté, où on a fait le garage en maison pour maman ou pour papa, mais la mère vit au deuxième, ou elle vit au premier, puis la fille vit au deuxième. Avez-vous remarqué que ce sont toujours les filles qui sont prochaines dans... Il y a des hommes. Il y a des hommes, mais la majorité, ce sont des filles. Bon, alors, et tout ça, les femmes, on a peur de vieillir. Et quand on dit, ah, toi, t'as peur de vieillir, c'est pas de vouloir être comme à 30 ans. C'est de vouloir être une personne entière. Entière. Et ça, les femmes, il faut qu'on se secoue, puis qu'on dise, ben moi, je vous ai fait les enfants, là. Moi, je vous ai donné la vie. Ce que vous faites en ce moment, que vous aimez, là, ben c'est moi qui vous a fait ça. Il faut qu'on renforcisse l'estime de soi des personnes âgées. Et c'est quand vous aurez votre estime de soi bien en place, que vous connaîtrez votre valeur, que vous écrirez dans le vrai ce que vous pensez sur avoir 60 ans et 70 ans. Et on se rend à 80. Parce que la semaine prochaine, on va parler de la vraie vieillesse. Celles qui n'ont pas cet âge-là, ben ça va vous faire du bien d'en entendre parler. Puis celles qui l'ont déjà atteint, j'espère que ça va vous aider. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.